Le 18 décembre 2017, un youtubeur mexicain a organisé une fête dans la ville de Jalisco, malgré les avertissements qu'il a reçus d'un cartel notoire de ne jamais mettre les pieds dans cette même ville. Mais avant d'entrer dans les détails, voici 5 célébrités assassinées par les cartels de la drogue mexicains. Numéro 5. Sergio Vega. José Sergio Vega Quamea était un célèbre chanteur mexicain tué par un cartel mexicain pour l'une des pires raisons que l'on puisse imaginer. Né le 12 septembre 1969, Sergio, connu sous le nom de scène El Chaca, était un chanteur régional mexicain. Il est né à Ejido Hornos, Sonora, près de Ciudad Obregón, au Mexique, et était le 8e de 13 enfants de sa famille. En grandissant, Sergio avait peu ou pas d'opportunités dont il pouvait profiter. Ainsi, en 1989, il a déménagé aux États-Unis où il a rejoint le groupe musical de son frère à Phoenix en tant que chanteur et sextiste bajo. Le groupe Los Hermanos Vega a ensuite signé avec Joey Records et a sorti de nombreuses chansons à succès telles que Corazón de Oropel et El Rayo de Sinaloa. Le temps passé par Sergio Vega avec le groupe l'a aidé à lancer sa carrière et après 5 ans à bosser avec ce groupe, il a eu des soucis avec son frère et a décidé de partir. Il créa un autre groupe, Los Reyes del Norte, et signa avec un nouveau label, Digital Universal. Ils sortirent de nombreux albums à succès tandis que la renommée de Sergio continuait de croître. Cependant, il a commis une grave erreur, s'impliquer dans le genre musical narco-corridos. Au cas où vous ne le sauriez pas, les narco-corridos sont un genre de ballade romancée sur un rythme de polka qui raconte, avec des détails glamour, la vie, les amours et les exploits meurtriers des barons de la drogue les plus redoutés du Mexique. Un peu comme chanter leur distinction. Et vous vous demandez peut-être pourquoi diable quelqu'un chanterait-il à ce sujet? Eh bien, pour commencer, la vie d'un chanteur de narco-corrido peut être très lucrative. Les barons de la drogue qui gagnent des milliards de dollars grâce au trafic de cocaïne et d'autres substances vers les États-Unis n'hésitent pas à payer des dizaines de milliers de dollars à ces chanteurs pour, selon les mots d'un journaliste, les immortaliser dans des chansons spécialement commandées. Mais l'inconvénient était que lorsqu'une chanson était composée pour glorifier un baron de la drogue en particulier, les chanteurs deviennent instantanément des cibles pour des ennemis du baron de la drogue qui détestent voir leurs rivaux glorifiés par qui que ce soit, et Sergio Vega n'a pas été exempt de cette règle. Cependant, les uns après les autres, les chanteurs de narco-corridos ont commencé à disparaître ou à être assassinés de sang-froid, notamment le chanteur Sergio Gomez, nominé aux Grammy Awards. Gomez était le chef d'un groupe de musique, Capaz de la Sierra. Mais après avoir joué lors d'un concert dans l'état de Michoacán, Gomez a été kidnappé avec ses chanteurs. Son corps a été retrouvé étranglé à mort 7 jours plus tard dans une autre ville. Si vous étiez Sergio Vega, vous courriez pour sauver votre vie, pas vrai? Voir que l'un des plus grands chanteurs de votre genre vient d'être assassiné pour le type de chanson que vous chantez susciterait un certain niveau de peur chez n'importe quel homme, mais pas chez Vega. Et après la mort de Gomez, les médias ont commencé à faire circuler la nouvelle que Vega lui-même avait été tué, mais qu'il était toujours en vie. Il a même eu une interview avec un site de divertissement mexicain dans laquelle il a déclaré que les rumeurs étaient fausses. Il a dit, et je cite, « Cela m'est arrivé depuis des années. Quelqu'un raconte à une radio ou à un journal que j'ai été tué ou que j'ai subi un terrible accident. Ensuite, je dois téléphoner à ma chère mère qui souffre de problèmes cardiaques pour la rassurer qu'en fait, je suis toujours en vie. » Malheureusement, par courage, par folie ou peut-être les deux, Sergio Vega a été assassiné alors qu'il se rendait à un concert lors d'une fête de village dans l'état mexicain de Sinaloa, 26 juin 2010, 21h30. Un gang armé d'armes automatiques dans un camion blanc s'est approché de sa Cadillac rouge qui roulait à grande vitesse et a ouvert le feu sur lui. L'assistant du chanteur de 40 ans, Sergio Montiel, qui se trouvait également dans la voiture et qui a miraculeusement survécu, a déclaré aux journalistes qu'après que le véhicule ait été forcé de quitter la route, les hommes armés ont couru vers le côté passager où Vega était assis et l'ont achevé avec des balles dans la tête et dans la poitrine. Plus de 30 balles ont été trouvées dans son corps décédé, la moitié de ce nombre étant dirigé vers son torse. Lorsque la nouvelle de sa mort éclata une nouvelle fois, sa mère ne reçut jamais d'aucun appel de sa part. Sa mort et celle de Sergio Gomez ont poussé le gouvernement mexicain à imposer des restrictions sur la musique narco-corrido et ont même poussé les réseaux sociaux comme YouTube à supprimer des dizaines de vidéos de ce type de leur plateforme. Sergio Vega était un homme bon et ses chansons étaient la source de sa renommée et de son argent. Cependant, il a refusé de prêter attention aux répercussions et je suppose
suppose qu'on peut dire sans se tromper que celles-ci l'ont rattrapé. Numéro 4. Juan Luis Lagunas Rosales. Lagunas était un youtubeur mexicain connu sous le nom d'El Pirata de Culiacán, ce qui signifie le pirate de Culiacán. Né à Sinaloa, l'enfance de Juan a été assez difficile. Il a grandi sans père et sa mère travaillait à peine. Il a été confié à sa grand-mère, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. Il convient également de noter que le quartier d'enfance de Juan n'était qu'à quelques kilomètres de celui du célèbre baron de la drogue mexicain, Joaquín El Chapo Guzmán. Cependant, Juan n'avait eu aucune rencontre avec le monde des stupéfiants jusqu'à ce qu'il décide d'abandonner ses études secondaires pour chercher une vie meilleure dans la ville de Culiacán. Arrivé à Culiacán, Juan a accepté quelques petits boulots pour subvenir à ses besoins, mais ce faisant, il est entré dans une relation malsaine avec l'alcool. Je veux dire, ce type buvait au travail, en dehors du travail et à tout moment lorsqu'il avait une bouteille d'alcool avec lui. Le pire, c'est qu'il n'était même pas en âge de boire. Mais le rebondissement de son histoire, c'est que sa relation malsaine avec l'alcool l'a rendu célèbre. Il a lancé une chaîne YouTube où il publiait des vidéos de lui-même consommant des grandes quantités de whisky et de bière, puis montrait sa réaction lorsqu'il se saoulait. Cela peut sembler un peu bizarre, mais pour une raison quelconque, ces vidéos ont suscité énormément de vues et réactions de la part du public. Il a également essayé d'ajouter un peu d'humour à ses vidéos, les faisant exploser en très peu de temps. Il comptait plus d'1 million de followers sur sa page Facebook et plus de 300 000 followers sur Instagram. En fait, Juan est devenu si célèbre qu'il a commencé à apparaître dans des vidéoclips et des émissions de télévision. À partir de là, la vie de Juan a pris une tournure radicale et pire. Il a commencé à publier des photos sur sa page Instagram qui n'étaient pas vraiment acceptées par la communauté plus âgée, étant donné qu'il n'avait que 17 ans. Il a été vu avec des armes à feu, des voitures de luxe et bien sûr de très belles femmes qui étaient la plupart du temps habillées de manière sensuelle. Et juste au moment où vous pensez que ce style de vie a dû conduire Juan sur le chemin de la mort par un cartel mexicain, ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, il a tourné une nouvelle page après avoir rencontré un gars nommé Beto Sierra. Sierra était le cerveau derrière la gestion des réseaux sociaux et son amitié a aidé Juan à rétablir sa présence en ligne. Il s'est éloigné de toute scène de la consommation d'alcool et s'est plongé dans un contenu plus commercialisable, comme créer son propre produit et même essayer de devenir chanteur. Mais quelle que soit l'influence de Sierra dans sa vie, Juan était comme une bombe à retardement et plutôt que prévu, son temps était écoulé. Juan a fait savoir à de nombreuses reprises qu'il avait de nombreux ennemis et qu'il n'avait peur d'aucun d'entre eux. Et dans une vidéo dans laquelle il apparaissait ivre comme un putois, Juan a insulté Nemesio Oseguera Cervantes, également connu sous le nom de El Mencho, en disant « El Mencho a mi pela la verga », ce qui se traduit vaguement par El Mencho, vous savez quoi. Et je veux dire, vous pouvez jouer avec n'importe quel cartel, mais pas El Mencho. C'était vraiment exagéré. El Mencho est le chef du célèbre cartel New Generation Jalisco, alias CJNG au Mexique. Dans une certaine mesure, même El Chapo et son cartel n'aiment jamais croiser la route de ces gars parce que leur niveau de brutalité et de violence vient d'un autre royaume. Cependant, Juan a franchi la ligne d'arrivée et même s'il était ivre, il ne s'est pas arrêté là. Le CJNG a alors averti Juan de ne jamais mettre les pieds dans la ville de Jalisco, sauf s'il voulait être tué. Cependant, Juan s'est obstinément décidé à organiser une fête dans un bar de Jalisco. Le 18 décembre 2017, un groupe d'hommes armés est entré dans le bar où Juan faisait la fête et a fait exploser son âme, loin de son corps avec plus de 18 balles tirées à partir de plusieurs armes de gros calibre. Le corps de Juan a subi tellement de blessures que la seule chose utilisée pour le reconnaître était ses tatouages. Avec sa mort, Juan est devenu plus populaire qu'il n'aurait jamais dû l'imaginer. Il a été présenté dans le magazine Rolling Stone non pas pour sa vie, mais pour sa mort aux mains du CJNG. Un article à son sujet paru dans l'Univision Reporter disait « Il a choisi de faire carrière en tant que jouet brisé sur la toile, un chemin qu'il a tracé boisson après boisson, ce qui lui a laissé des ennemis de chair et de sang. » Quant à son ami Beto Sierra, qui a tenté de le sauver du mauvais chemin qu'il empruntait, a-t-il écrit sur Instagram après avoir appris la mort de Juan. « Tu menais la grande vie, tu n'as jamais écouté et je ne te juge pas. Ceux qui te connaissaient savaient que tu étais une bonne personne. » C'était juste l'un de ces moments où il était évident qu'El Mencho n'était pas le type à qui il fallait s'en prendre. Numéro 3. Leslie Ann Pamela Montenegro.
Leslie Ann était une célébrité mexicaine, youtubeuse et influenceuse. Elle a été assassinée pour avoir révélé certains détails complexes qu'elle possédait sur le cartel. Leslie, communément connue sous le nom de Nana Pelucas, publiait toujours des vidéos sur la politique, des tutoriels de maquillage et des vlogs quotidiens sur sa vie. Peu de temps après, elle a adopté la personnalité en ligne d'une femme portant une perruque afro-noire, un rouge à lèvres et des lentilles gigantesques. Elle allait souvent dans les supermarchés et interagissait avec les gens. Vous savez, tout comme nous le voyons maintenant sur TikTok. Mais après un certain temps, l'audience de Leslie s'est élargie et elle a décidé de modifier son contenu pour dénoncer les fonctionnaires corrompus du gouvernement mexicain. Mais Leslie était intelligente à ce sujet. Elle n'a pas simplement insulté ou dénoncé ces individus, elle a plutôt transmis son message sur un ton humoristique, mais le message était toujours clair et a énervé beaucoup de gens. Évidemment, il n'y a aucun mal à abuser de la liberté d'expression, n'est-ce pas? Eh bien, dans un pays comme le Mexique, c'est un peu le cas. Je veux dire, depuis l'an 2000, plus de 150 journalistes de renom ont été assassinés de la manière la plus cruelle et Leslie n'était qu'un ajout à ce nombre. Elle a entamé le chemin vers sa disparition lorsqu'elle a commencé à dénoncer les activités du cartel le plus silencieux de Mexique, le cartel indépendant d'Acapulco. Je parie que vous n'en avez jamais entendu parler auparavant et c'est parce que ces types opèrent dans l'ombre. Le cartel est principalement composé d'anciens membres fidèles à un membre haut placé du cartel Beltrán Leiva, Edgar Valdez Villarreal, arrêté en septembre 2010. Le groupe est responsable de plusieurs homicides à Acapulco et fait partie de la vague de petits gangs locaux opérant dans la région. Revenons maintenant à Leslie. Après que Leslie ait fait connaître leurs activités au public, elle a commencé à recevoir des menaces de mort avec des banderoles lancées autour des restaurants qu'elle possédait, l'accusant de travailler avec d'autres cartels pour les dénoncer au gouvernement mexicain. Cependant, Leslie a évidemment nié ces accusations, affirmant qu'elle n'avait aucune affiliation avec un quelconque cartel mais que les informations diffusées sur sa chaîne provenaient d'une source fiable. Elle n'a pas cessé de publier et d'exposer prétendument le cartel, faisant d'elle une menace pour leur organisation. C'est ainsi que le 5 février 2018, deux hommes sont entrés dans son restaurant alors qu'elle travaillait de nuit. Ils commandèrent 2 bières avant d'ouvrir le feu sur Leslie. Ils lui ont tiré dessus 3 fois dans la tête, la tuant sur le coup. Heureusement, l'un des sicars responsables de sa mort, El Pipas, a été arrêté par les autorités mexicaines. Cependant, c'est là que l'histoire devient intéressante. Au cours de son procès, le juge qui présidait l'affaire a rejeté les accusations portées contre lui, estimant que les preuves étaient insuffisantes. Et croyez-moi quand je dis qu'il y avait toutes les preuves du monde pour condamner El Pipas. Je veux dire, cette affaire vient de prouver que Leslie avait raison de dénoncer la corruption dans le pays. Les cartels avaient leur manière de soudoyer les juges et même les hauts fonctionnaires du gouvernement pour échapper à la loi. Prenons comme exemple les évasions de prison d'El Chapo. Leslie est morte en essayant de dénoncer le cartel indépendant d'Acapulco et ce n'est qu'à sa mort que des organismes étrangers ont commencé à enquêter sur les affaires du cartel à Acapulco même. Au cours de leur enquête, ils ont découvert qu'Acapulco était un endroit si dangereux pour vivre qu'elle a été désignée comme la 2e ville la plus dangereuse du monde. Les États-Unis ont même imposé une interdiction spéciale de voyager à leurs citoyens pour visiter la région. Leslie pensait qu'exposer la ville d'Acapulco au public et au gouvernement mexicain ferait une différence. Elle avait la détermination de défendre la justice. Malheureusement, elle ne savait pas que la corruption était plus profondément enracinée qu'elle ne l'imaginait. Malgré son engagement dans le journalisme, elle a manqué la seule chose qui fait prospérer les cartels, à savoir le pouvoir. Numéro 2. El Compe Jorge. Le 18 avril 2022, le célèbre homme d'affaires mexicain et youtubeur El Compe Jorge a été abattu juste devant sa maison par 2 hommes armés après avoir publié une déclaration terrifiante contre un cartel mexicain notoire. Jorge a débuté dans le monde de la renommée en tant que simple youtubeur. Il a publié des vlogs simples et des vidéos d'heures du compte. Mais, voyant qu'il avait un public plus large dans le créneau automobile, Jorge a commencé à faire des vlogs sur les voitures, mais avec du recul, on peut dire que c'était une mauvaise décision et je vais vous expliquer pourquoi.
Dans la ville de Culiacán, d'où est originaire Jorge, les voitures attirent l'attention de tout le monde, y compris des membres du cartel. Jorge a un jour réalisé une vidéo dans laquelle il racontait comment il avait été kidnappé à Culiacán. Selon son histoire, il était sorti avec un ami à une fête et prenait quelques verres. L'ami lui a demandé de commencer à rentrer chez lui, mais il voulait également que Jorge emmène avec lui un ami commun. Jorge, étant l'homme gentil qu'il l'était, a décidé d'emmener cet ami avec lui. Mais sur le chemin du retour, il a ressenti une envie soudaine de vomir car il avait bu un verre de trop lors de la fête. Et comme il n'en pouvait plus, il a décidé de se garer au bord de la route et de vomir. Mais alors qu'il le faisait, une voiture s'est arrêtée par derrière et un homme en est sorti, tenant un fusil. Alors que Jorge ne réalise pas ce qui se passait, l'homme avait mis sa tête dans un sac et l'avait poussé dans son véhicule. Arrivé à destination, l'homme armé a rencontré quelques-uns de ses collègues et ils ont traîné Jorge dans une zone isolée où ils l'ont ligoté et ont commencé à l'interroger. Ils lui ont demandé quelle était la source de sa richesse et s'il se livrait au trafic de drogue. Mais Jorge a répondu en leur disant qu'il n'était qu'un homme d'affaires qui possédait une boutique de tourtière et rien de plus. Mais ils ne l'ont pas cru, je veux dire, qu'il ferait. Il comptait à peine 100 000 abonnés sur YouTube et posséder un magasin de tourtière ne semble certainement pas être le genre d'entreprise qui lui rapporterait le genre d'argent nécessaire pour s'offrir une collection de voitures aussi luxueuse. Ils l'ont gardé pendant des heures, l'ont battu et frappé à plusieurs reprises. À vrai dire, mais Jorge avait déjà dit sa vérité. Alors, laissé sans autre choix que de le tuer, l'un des ravisseurs a armé le pistolet et l'a pointé sur la tête de Jorge. À ce moment-là, Jorge savait que c'était terminé, alors il l'a supplié les ravisseurs de jeter son corps près du bord de la route où sa famille pourrait se rassembler et lui offrir un enterrement digne. Quelque chose dans ces déclarations semblait très authentique, même aux yeux des ravisseurs. Ils ont décidé de lui épargner la vie. Ils l'ont détaché, mais ils lui ont dit d'attendre 5 minutes après son départ avant de pouvoir enlever ses bandeaux. Il y a beaucoup de failles dans cette histoire, comme par exemple, qu'est-il arrivé exactement à ses amis dans sa voiture? Est-ce qu'ils l'ont suivi? Ont-ils appelé les flics? Et les ravisseurs étaient-ils vraiment membres du cartel? Bien que Jorge n'ait pas partagé ces détails mineurs avec son public, il a constaté une augmentation des interactions sur sa chaîne après avoir mis en ligne la vidéo qui parlait de son enlèvement. Jorge a donc décidé de créer un peu plus de contenu de cartel pour YouTube. Il a publié une autre vidéo dans laquelle il parlait de la fois où il a rencontré l'un des fils d'El Chapo et a détaillé d'autres choses que je ne veux vraiment pas dire ici. Mais en fin de compte, la vidéo de Jorge en a révélé un peu trop et il est devenu une cible. Ainsi, le 18 avril, peu de temps après avoir publié une mise à jour sur ses réseaux sociaux révélant tous ses projets pour la journée, un camion avec de nombreux individus armés s'est arrêté devant sa cour et l'a massacré avec des balles dans tous les coins du corps. Certains voisins ont entendu les coups de feu et ont appelé une ambulance, mais Jorge est décédé en route vers l'hôpital. Certains disent qu'il aurait dû quitter la ville après l'incident du kidnapping. Certains disent qu'il n'aurait jamais dû orienter sa chaîne YouTube dans cette direction et d'autres encore disent que les ravisseurs étaient probablement certains de ses amis. Mais les tueurs sont toujours là et l'affaire n'est toujours pas résolue. Numéro 1. Super Chinello. Un petit avertissement, cette histoire pourrait vous effrayer plus que vous ne le pensez. Rubén Ortega était un youtubeur passionné connu en ligne sous le nom de Super Chinello. Il a embrassé une grande partie de la culture mexicaine depuis Tlayacapan, dans l'état de Morelos. Il a sensibilisé son public majoritairement étranger à la danse et à la culture de son peuple. Il diffusait des événements en direct en portant son masque rouge et son maquillage pour ajouter un sens d'humour à son personnage en ligne. Il était tellement aimé des locaux qu'il considérait comme un homme heureux de présenter leur culture et leur patrimoine au monde. Et même s'il n'était pas si célèbre, la mort de Super Chinello a provoqué une onde de choc dans le monde entier. 31 août 2022. Rubén, sa femme et leur fils de 4 ans rentraient tous chez eux après un événement lorsqu'une vague de violence a éclaté dans leur quartier. Rubén est descendu précipitamment de sa voiture pour ouvrir le portail de sa maison, mais immédiatement après qu'il soit descendu, on lui a tiré dessus 10 fois. Sa femme a été grièvement blessée et leur fils a été assez rapide pour sortir indemne des lieux. La nouvelle de sa mort a été annoncée sur sa page Facebook avec un message disant « Malheureusement, tout est vrai. Notre ami et collègue Rubén Ortega est décédé. Merci d'avoir montré votre soutien. » Malgré la grande question,
Pourquoi a-t-il été tué? Eh bien, il n'y a pas de réponse à cela. Rubén n'était qu'une autre victime des circonstances dans la guerre continue entre les cartels mexicains. Certains disent qu'il avait déjà critiqué des politiciens corrompus dans certaines de ses vidéos YouTube, ce qui pourrait être la raison de son assassinat. Bien que je ne puisse dire avec certitude si cela est vrai ou non, la mort de Rubén a suscité chez tout le monde un ressentiment contre le gouvernement mexicain. C'était un gars qui n'avait rien fait de mal, un père, un mari et un ami pour tous les membres de sa communauté. Il voulait seulement faire ressortir l'héritage de son peuple. Pourtant, le gouvernement n'a pas pu le protéger. Le Mexique l'a laissé tomber, a laissé tomber sa famille et plus importante encore, a laissé tomber son fils qui allait grandir traumatisé et orphelin. Il est devenu évident que tout le monde au Mexique était en danger. Les assassins de Rubén sont toujours là, ajoutant le nom de Rubén à la liste des milliers d'autres qui ont été tués innocemment dans la vague de violence qui ravage le pays dans son ensemble. Sa mort a envoyé le message que peu importe à quel point vous choisissez de rester à l'écart de la violence des cartels de la drogue, personne n'est en sécurité et c'est une chose effrayante à savoir.